Raymond Petit. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Bonjour Philippe. Oh. Donc en France, il y a l'invitation d'un rappeur aux propos antisémites par des politiciens de gauche qui suscitent la controverse. En effet, ça fait déjà un peu plus d'une semaine qu'on en parle. Donc, c'est les regroupements EELV, qui sont Europe Écologie Les Verts, et le regroupement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est en politique depuis très longtemps. Et donc, ils ont invité à leur journée d'été Medine, qui est un rappeur français. C'est ça, comme on sait, qui est proche justement de l'islam, puis qui a déjà publié un album intitulé Djihad. Donc, c'est un homme qui fait réagir parce que, par le passé et encore aujourd'hui, il a déjà eu des propos antisémites. Et à chaque fois, il a présenté ses excuses, mais parfois, on a envie de dire « excuse-toi pas, refais-le plus ». Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais, quand c'est à répétition comme ça, on se demande si c'est pas pour provoquer. Là. Oui, puis bon, on se demande si c'est vraiment... C'est trop facile à insulter puis s'excuser après quand c'est fait de manière répétitive. Là. D'autant plus que souvent, il dit « oh, j'étais pas au courant, je me rendais pas compte ». Donc, pour moi, c'est un peu... Je pense qu'il joue un peu à l'innocent. Ça provoque, là. Donc, c'est ça. Donc, récemment, ce qui a fait réagir, c'est que sur Twitter, devenu X, il faisait un commentaire... Je sais pas si on va s'habituer, hein, excuse-moi. Non, je préfère Twitter. À chaque fois que je reçois, tu sais, quelqu'un qui m'envoie excuse-moi, je veux pas faire un aparté dans ton... Mais tu sais, tu reçois un texto, puis là, tu vois un gros X. Je suis comme, écoute, ça fait quand même 2 semaines, 2-3 semaines, puis je m'habitue pas encore à pourquoi je reçois un X. Je dis, ah oui, c'est vrai, je sais pas. On va c'est une drôle d'idée qui... Non, je pense pas que je vais pas m'habituer, moi, en tout cas. Mais c'est une bizarre idée. Mais donc, sur Twitter, il y avait Rachel Kahn, qui est une dame qui a déjà écrit quelques livres, qui est une dame plutôt opposée au wokisme et au racialisme, et donc qui est elle-même qui a des origines gambiennes. Donc, sur Twitter, Medine a dit qu'elle était donc, son nom, c'est Rachel Kahn, et là, Medine a dit que c'est une rescampée. Donc, pour parler des rescapés de la Shoah. Mais Rachel Kahn fait justement référence à un nom d'origine juive. Donc, c'était peut-être pas l'idée du siècle comme blague. Il va dire qu'il savait pas? Non, c'est ça, il savait pas. Plaider l'ignorance, là, ça a comme c'est bien ça. Donc, il a présenté ses excuses et dit que c'est très important pour lui la lutte contre l'antisémitisme. Mais comme on sait, c'est pas la première fois qu'il fait des choses comme ça parce que en 2014, on a vu des photos où est-ce qu'il faisait le geste de la quenelle, qui est un geste antisémite inventé par Dieudonné, lui-même grand porte-parole des Juifs, comme on le sait. Donc, c'est ça, Dieudonné lui-même a déjà fait plusieurs blagues sur la Shoah, les fours crématoires. Et là, il faisait un geste... Oui, c'est du sarcasme. Oui, encore une fois. C'est ça, exactement, juste pour qu'on comprenne bien. Et donc, le geste de la quenelle a déjà été fait par Medine, qui, encore une fois, présentait ses excuses à l'époque. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en 2015, il a aussi lancé une chanson qui s'intitule « Don't laïque », dans laquelle il dit qu'il faut crucifier les laïcards, comme sur le Golgotha. Et encore une fois, il s'est excusé. Donc, c'est un homme qui dit qu'il aime la provocation, mais c'est toujours dans un but de susciter des débats et non pour faire un appel à la haine ou à la violence. Donc, c'est une personne comme ça qui aime toujours jouer un peu sur le bord du feu, si on veut. Et là, les regroupements de gauche comme les Verts et la France Insoumise l'invitent à leur journée d'été. Et ça suscite la controverse parce qu'il y a des gens qui disent « Regardez, il y a quand même des problèmes d'antisémitisme en France. Il y a des groupes de population qui sont plus antisémites. Puis là, vous en invitez un qui dit qui est toujours proche de ces propos-là, qui fait face à plusieurs controverses. » Puis qu'il y a une plateforme. Je veux dire, quand tu es un chanteur de là, je ne le connais pas du tout, là, tu me diras si je gère en disant ça, mais tu sais, des rappeurs, c'est quand même aussi écouté souvent par des jeunes qui, tu sais, puis je veux dire, t'es très imperméable là, quand t'écoutes tu sais, c'est des modèles, c'est des gens que t'aimes parce qu'ils chantent, parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont publics, parce que, donc, tu sais, ils peuvent partir avec un bout du discours, là, aussi. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a en tout cas, moi, je considère que tu as toujours une certaine responsabilité quand t'es une figure d'influence. Il faut que tu mesures que tu es une figure d'influence, en fait. Absolument. Puis là, je pense que peut-être que lui, il le mesure, mais justement pour ce qu'il croit vraiment. Mais justement, du côté gauche, on dirait que c'est comme si on se rend pas compte qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Puis là, Jean-Luc Mélenchon a dit « Medine n'est pas raciste », mais quand même, là, on a plusieurs propos que je viens de relayer, puis il y en aurait plusieurs autres, d'ailleurs.
Donc, puis on sait que quand même, comme je le dis, en France, ça va pas très bien pour les Juifs parce qu'il y en a plusieurs au fil des années, depuis une trentaine d'années, on en parle, qui ont été chassés de leur quartier. Il y a des synagogues qui sont carrément encerclées de barbelés, qui sont vraiment très bien gardées sous haute surveillance parce que être juif en France, c'est devenu dangereux. Tout simplement parce qu'il y a des imams des imams très conservateurs, des islamistes qui font l'apologie de la haine contre les Juifs. Donc là, si on a cet homme-là en plus qui fait des chansons antisémites ou des tweets antisémites, puis qui est invité, qui est cautionné par des groupes de gauche qui veulent à tout prix garder son invitation, je trouve ça quand même dangereux pour la condition juive en France, d'autant plus qu'au fil du temps, historiquement, les Juifs ont beaucoup apporté pour la France, que ce soit sur le plan intellectuel ou sous toutes sortes de raisons, dans toutes sortes de domaines. Donc là, si la France perd de plus en plus ces populations-là, ça peut être quand même grave pour ce pays-là. Oh, il y a des journées où je me demande où s'en va la France quand je vois ce que leur... C'est pas la première fois que tu nous rapportes des situations, justement, d'élus qui frôlent avec toutes sortes en tout cas, qui se sont peut-être, à mon avis, peut-être un peu éloignés de leur côté d'exemplarité, de leur rôle d'exemplarité. Là. C'est d'autant plus intéressant que ces mêmes regroupements de gauche font dire de tout le monde, quasiment tout le monde qui est un peu identitaire, qu'il est d'extrême droite. Et donc, l'extrême droite, c'est la chose la plus dangereuse au monde. Mais cette fameuse extrême droite de 1. Et oui, il y a des groupuscules qui sont vraiment extrémistes, qui n'ont pas lieu d'être, mais souvent, ceux qui sont considérés d'être d'extrême droite, c'est des gens qui font juste dire qu'ils sont fiers d'être français, qui veulent la laïcité de l'État, qui veulent peut-être réduire l'immigration. Puis là, ces gens-là sont considérés comme d'extrême droite, alors qu'il y a 20 ans, on aurait juste dit la droite normale. Mm-hmm. Ces gens-là ne font pas non plus l'apologie de la violence. Ils sont pas en train de dire qu'il faudrait... c'est ça, ils n'ont pas ces genres de propos-là dignes de Médine et d'autres personnalités. Donc, comment ça se fait que à gauche, il y a une tolérance à l'égard de l'antisémitisme en provenance de certaines populations, mais en même temps, quand il s'agit d'être moindrement un petit peu à droite, là, c'est extrémiste, puis il y a des appels à la censure à l'endroit de ces gens-là. Donc, il faut censurer les gens qui pensent un peu à droite, mais il faut accepter les gens qui sont clairement antisémites. Faut-il censurer Bernard Drinville aussi avec tous ces propos qu'il le fait, qui n'aident certainement pas à la valorisation de la profession d'enseignant. Là, on sait maintenant qu'il manque plus de 8000 enseignants alors qu'on est en pleine rentrée scolaire. Et là, il a annoncé qu'il souhaite assouplir les entrées pour devenir enseignant. Les conditions d'entrée. Là. Les conditions d'entrée, de toute façon, c'est rendu. Faut que tu sois un adulte. T'as plus besoin d'être qualifié. T'as juste besoin d'être majeur. Quasiment. Mais pour répondre à ta première question, je pense pas qu'il faut censurer Bernard Drinville parce qu'il a déjà eu des très bonnes idées. C'est un petit enchaînement. Je ne veux censurer personne, t'inquiète pas. Je veux dire qu'il a déjà eu des très bonnes idées, notamment sur la Charte des valeurs. Et donc, pour revenir au sujet comme tel... Tu veux vraiment partir cette discussion-là? Tu fais exprès, hein? Je sais que tu fais exprès quand tu lances ça. Là, c'est comme, pouf, je lance un pavé dans la mort. Marie, veux-tu discuter de la Charte des valeurs? Raison pour laquelle je m'étais présentée en politique à l'époque. Peut-être une prochaine fois. Mais donc, Bernard Drinville, oui, c'est ça, il va assouplir les entrées pour devenir professeur. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne solution pour le problème qui a lieu actuellement, parce que là, c'est quand même 8500 professeurs. Ça peut être très grave pour l'avenir des jeunes. Puis, il y a quand même beaucoup d'étudiants, de gens qui ont déjà un bac ou déjà des études, qui peuvent être bons pour enseigner, qui peuvent déjà faire une bonne partie du boulot. Donc, il faudrait travailler de ce côté-là. Puis, on sait, par exemple, moi, je pense qu'il faudrait vraiment élargir la réflexion sur la manière dont les professeurs, on les forme, tout simplement. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont justement un bac en littérature, en histoire, en sciences, et qui ne peuvent pas vraiment enseigner ou sous certaines conditions, alors que c'est peut-être les gens qui sont les mieux formés, en fait. Parce que ceux qui font un bac en enseignement de l'histoire, enseignement du français, il y a très peu de cours qui ont rapport avec leur matière. Parce que l'idée pédagogiste de nos jours, qui domine beaucoup dans les facultés d'éducation, c'est que les professeurs secondaires ou primaires doivent d'abord être de bons pédagogues et non des maîtres. Mais cette idée-là a été tellement radicalisée que là, maintenant, on a des pédagogues qui ne connaissent pas beaucoup leur propre matière, qui ne la maîtrisent même pas tant que ça. Les deux sont vrais, Philippe. Les deux sont vrais. Puis, tu sais, dans des débats comme ça, je me dis tout le temps, en bout de ligne, il faut juste s'assurer que les gens qui sont dans une classe soient capables, à tout le moins, là, non seulement évidemment d'éduquer, mais d'inspirer, de transmettre un intérêt. Parce que si t'es pas capable de faire ça, donc si t'es pas capable d'avoir un minimum de pédagogie, est-ce que ça passe par la formation en pédagogie? Mais je te donne un exemple, puis tu vas me dire c'est complètement anecdotique. Et moi, là, j'en suis là, de permettre à des gens qui sont des
passionnés d'histoire parce qu'ils ont fait un bac en histoire, ils ont fait une maîtrise en histoire, ben go, là, va enseigner. Écoute, tu vas sûrement être le meilleur porteur de ta matière. En plus de ça, tu vas la connaître, tu vas avoir des exemples, tu vas être extraordinaire. Mais à l'inverse, moi, je vais donner un cas moi, j'adorais les mathématiques, là. J'étais vraiment une bolle en maths, tout mon primaire, tout mon secondaire. Et je me rappelle encore en secondaire 5, qui est quand même tu sais, ça commence à être là, c'est 5,36, ça s'appelle plus comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais, puis, SN. Hein? C'est ça le titre, SN. Ah oui, c'est ça. Science, ma fille, elle m'a dit ça. Elle m'a dit ça n'existe plus des maths fortes puis des maths faibles. Là, elle dit faut plus dire ça. Là. Je dis OK. Puis on a eu un professeur qui était un doctorat en mathématiques. T'sais, on s'entend, là. Écoute, puis on en parle encore, toute ma gang de secondaire, nous, on se voit encore, puis on a tous décroché parce que c'était comme dans un film, là. Il y avait des grands tableaux là, qui levaient, qui tournaient à droite, à gauche. C'était plein de chiffres là, avec des espèces de formules et tout. On comprenait rien. Puis on disait tout le temps, explique-nous. Ouais, parce que ça, là, cette théorie-là, elle a été développée par telle personne. Non, montre-nous comment l'appliquer. Si t'es censé être un pédagogue, faut que tu me... Puis il y a un moment donné où on a tous fini par décrocher par manque de pédagogie, de capacité à transmettre une information. Puis c'est fondamental. Donc, il faut au moins que tu t'assoies sûr que ça, c'est au rendez-vous. Ah oui, c'est certain. Moi, je suis pas anti-pédagogie, quoique quasiment. Mais tout simplement pour dire que... Mais c'est parce que, tu sais, les professeurs de cégep puis d'université, c'est des gens qui n'ont aucune formation en pédagogie. Et pourtant, on a quand même plusieurs bons professeurs au cégep et à l'université. Donc, moi, je sais pas si... Le fait d'avoir une formation en pédagogie va forcément tant aider que ça les professeurs à être forcément de bons pédagogues. C'est parce qu'il y a une partie là-dedans, c'est que tu apprends à apprendre. C'est certain. Mais... Puis au primaire, pour le secondaire, au cégep, tu es censé être rendu là, peut-être, puis à l'université aussi, je le souhaite. Mais au primaire, puis au secondaire, ce que tu apprends à tes élèves, c'est pas juste la matière, c'est que tu apprends à apprendre, tu apprends à assimiler, tu apprends à intégrer, tu apprends à faire des liens, c'est ça de la pédagogie. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu peux apprendre aussi par toi-même puis à avancer. Là. Absolument. Mais justement, il faut que les professeurs aussi maîtrisent leur propre matière. Parce que si c'est des bons pédagogues qui font des bingos puis des quiz, on s'entend. Mais qui connaissent pas leur propre matière, mais là, on est dans cette situation-là, en ce moment, au Québec. Donc là, on a des professeurs qui peuvent être appréciés par leurs élèves, qui sont vus comme cool, branchés, on peut les tutoyer et tout ça. Mais est-ce que c'est des gens qui connaissent vraiment ce dont ils parlent? C'est ça, là, si on faisait vraiment une enquête, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont vraiment mal formés au Québec. Là. Oh, moi, je finirais pas là-dessus. J'ai foi et ceux que... Là, je te donnais un exemple, mais vraiment un exemple, mais j'ai envie de garder foi dans le fait que la très vaste majorité de nos enseignants sont bien formés, mais en espérant qu'on continue d'avoir dans des classes des gens qui sont formés et qui ont un bon enseignement. Même juste aussi, ce matin, il y avait quelqu'un qui me disait qu'à son école... Il n'y a aucun des professeurs d'histoire qui connaissent le documentaire Le confort et l'indifférence. Ils n'en ont jamais entendu parler. Moi non plus. Bon, ben, OK. Excuse-moi, là, je vais mettre toute mon inculture sur la table. Certes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des profs d'histoire. Là, c'est un documentaire de Denis Arcand qui porte sur le référendum de 80. Qui était un classique, bon voilà. J'irai m'informer. Je veux dire, ça, c'est des professeurs d'histoire. Ils sont censés connaître l'histoire. Puis je me rappelle, j'avais déjà parlé à un ancien professeur d'histoire que j'avais connu au secondaire. Il connaissait pas la revue de l'Action nationale. Bon, peut-être pas non plus, mais je veux dire, c'est des professeurs d'histoire. Non, ça, je le connais. OK, c'est bon, parfait. Mais donc... J'ai peut-être juste échappé. C'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est des professeurs d'histoire. Ils sont censés connaître l'histoire nationale. Tandis que là, le confort et l'indifférence, ça a marqué l'histoire. L'Action nationale, ça a marqué l'histoire. Je demande pas de connaître tous les détails par cœur, mais des professeurs d'histoire secondaire, pour moi, c'est des gens qui doivent connaître l'histoire. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Je me blâmerais pas de l'avoir vu, mais je vais l'ajouter à mes devoirs. Oui, mais je me souviens d'une prof de français secondaire 3 qui nous avait dit que son livre préféré, c'était Maudit Karma. C'est parce que c'est un best-seller qui se vend aux gens coutus. T'sais, pour moi, un professeur de français, c'est pas ça. Là. C'est comme ton préféré, ça devrait être un classique. Ça devrait être un vrai roman classique qui était prouvé par les hautes autorités. Là. C'est pas le best-seller qu'on vend aux gens coutus. Là. Donc, en tout cas. Il y a un beau débat à faire là-dessus, mais on poursuivra parce que le temps file. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci.